Le grand dialogue. Sigeka Foba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Alors que le secrétaire général de l'ONU dénonce l'absence de progrès politique au Mali pour appliquer l'accord pour la paix, les autorités du pays soulignent que des avancées importantes ont été enregistrées. Au même moment, les prochaines élections et la rentrée scolaire se préparent dans une situation sécuritaire préoccupante. 3 journalistes maliens donneront leur point de vue sur ces questions au cours de ce forum de la presse. Et nos invités qui sont tous journalistes, comme je l'ai dit, Mamadou Dabo, Alou Diawara et Yuba Konaté. Moi, je suis Mohamedou Touré. Le grand dialogue. Alors, je le disais, on va commencer avec l'insécurité et le processus de paix au moment où le secrétaire général de l'ONU dénonce une absence de progrès politique au Mali pour appliquer l'accord pour la paix et ce qui a suscité beaucoup de réactions. Certains spécialistes s'interrogent même sur la question du programme insécurité et processus de paix. Pourquoi le Mali n'a pas un programme selon certains spécialistes? Est-ce que cela peut s'expliquer, monsieur Dabo? La question, elle est pertinente. Pourquoi le Mali n'a pas de programme? Du côté des autorités, je sais que la réponse serait que le Mali a un programme. Sauf que nous autres, nous n'avons pas d'informations réelles sur ce programme. Nous pensons qu'au Mali, le pouvoir navigue à vue. Par rapport à l'accord même, tout est en retard, effectivement. Et ceux qui sont en train d'accuser le Mali savent bien ce qui se passe au Mali que les autorités elles-mêmes. Parce que ceux-ci Vous parlez de la communauté internationale. De la communauté internationale, a les yeux partout. Ils ont les moyens de tout vérifier. Et à la date d'aujourd'hui, ceux qui ont signé les accords sont encore en conflit parce que du côté de la CEMA, il y a des prisonniers de Gatia. 9 ont été libérés hier. Il reste 21 à libérer. Alors, je ne vois pas d'avancée par rapport à l'accord. Parce que l'accord suppose qu'il n'y ait plus de telles choses. Mais si ces choses continuent, c'est comme si on n'est pas arrivé au début même de l'accord. Ils ne sont pas d'accord. Donc vous n'êtes pas d'accord avec les autorités qui signalent des avancées importantes? Je ne vois pas d'avancée, je vois un recul. C'est-à-dire au Mali, on se dit nous sommes à tel niveau. Après on recule, on revient à ce même niveau, on dit qu'on a fait des avancées. Cela n'est pas une avancée. D'accord. Yuba Konaté, vous, est-ce que vous voyez une avancée? Bon, avancée, moi je pense que c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation aujourd'hui où, quand vous venez vous-même de le rappeler, et Dabo vient de le signaler, par rapport à l'accord de paix, effectivement, nous sommes dans une situation où aujourd'hui, la MINUSMA, quand même, qui est la représentation des Nations Unies au Mali, est comme partie prenante de l'application de l'accord au Mali, de ce processus d'accord au Mali. Maintenant, vous avez fait allusion au dernier rapport du secrétaire général des Nations Unies qui a décrié les lenteurs dans l'application de l'accord. Effectivement, ce rapport ne dit rien de nouveau. Cette situation, quand vous parlez déjà de rapport, de retard, le retard c'est par rapport à un calendrier, moi je pense. Et par rapport au calendrier, tout le monde est d'accord. Il n'invente rien. Il y a un retard chronique. Est-ce qu'il y a un calendrier? Par rapport à l'agenda de l'accord ici, il y a un agenda, il y avait un agenda, il y avait une programmation par rapport aux différents niveaux d'application de l'accord. Quand vous prenez les DDR, quand vous prenez la mise en place de sociétés intérimaires, tout, il y avait un agenda bien planifié par rapport à ces aspects-là. Et nous sommes presque à plus de 2 ans de la signature de l'accord. Tout le monde est unanime, le retard est chronique. Maintenant, la publication de ce rapport
pendant cette période-là, c'est ce qui est un peu bizarre. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu inopportun pour les Nations Unies de publier ce rapport-là à ces instants-là. Parce que ça a mis mal à l'aise un peu partout. Parce que la conférence de presse est improvisée par le secrétaire général et les commentaires faits par M. Anadif, le représentant de l'administration au Mali, pour dire que non, pour essayer un peu de nuancer le contenu du rapport, en disant long sur, n'est-ce pas, la gêne que ça a créé ici au Mali. Et quand vous prenez le commentaire fait hier à la conférence à laquelle a participé par vidéoconférence le ministre des Affaires étrangères avec des sièges à New York, vous comprenez que ce rapport-là a mis mal à l'aise l'ensemble presque des acteurs. Parce qu'on ne peut pas le comprendre maintenant pourquoi. Et il y a, c'est vrai, des retards par rapport au calendrier est chronique. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais ces derniers instants, il y a eu quand même une certaine avancée, surtout concernant les aspects politiques. Quand vous prenez par exemple la signature de cessez-le-feu entre le Gacha et la plateforme qui était pratiquement des désolements des deux acteurs en belligérance depuis un bout de temps. Parce que mais certains ne sont pas d'accord sur ce point de vue. Ils pensent que la signature de l'accord pour la paix devrait être déjà un engagement de cessez-le-feu. Donc il ne devrait pas y avoir d'autres signatures de convention de cessez-le-feu. Il faut être réaliste, en dépit de la signature de l'accord, il y avait de la belligérance sur le terrain. Alors, si cette belligérance-là est encore sanctionnée par un accord par lequel les deux protagonistes s'engagent à cesser le feu et jusque-là, il n'y a pas eu de violation de cet accord, moi aussi, je pense que ça aussi, c'est une avancée. C'est vrai, c'est une avancée qui n'aurait pas dû être, mais c'est une avancée. Parce que, autrement, si cet accord-là n'avait pas été, les gars continueraient à se tirer dessus. Et ce qui ne fait avancer à rien le processus. Merci. Diawara, est-ce qu'il est possible de mettre en œuvre un accord pour la paix sans programme, si bien sûr il n'y a pas de programme comme le pensent certains? Je pense qu'il y a un programme. Il faut situer un peu le rapport un peu dans son contexte parce que le rapport a mis le curseur sur une partie une période où les choses n'allaient pas, et il faut dire même pour cette partie que les termes utilisés étaient trop durs, presque aucune avancée, je ne connais pas le terme exact, mais presque aucun progrès, c'est ça, n'a été enregistré. Absence de progrès politique. Voilà, dans la mise en œuvre de l'accord. Je pense que c'était trop dur parce que j'étais à la conférence, la vidéoconférence dont on parle hier. Le ministre des Affaires étrangères a eu le courage quand même de dire à la face du monde, aux membres du Conseil de sécurité réunis par vidéoconférence, que cette petite phrase n'avait peut-être pas sa raison d'être dans le document parce que il dit que affirmer une telle chose pendant que des progrès sont réalisés, c'est pratiquement c'est démesuré, quoi. Donc il a vraiment dénoncé cela. Donc je pense que c'est un rapport qui ne résume pas toute la situation parce qu'on ne peut pas dire presque aucun effort n'a été réalisé. Parce que mes confrères viennent de parler d'avancées, mais je ne veux pas revenir sur ce qu'ils ont dit, mais je pense que les termes étaient un peu trop durs. L'ambiance qui prévalait dans la salle de vidéoconférence et ce qui se tramait, ce qu'on voyait à New York, moi j'ai cru assister à un petit problème diplomatique parce que les termes à la fois du rapport étaient amers, mais aussi la réponse était quelque peu cinglante parce que le ministre a dit que... Alors, est-ce que vous voulez dire qu'il y aurait une petite tension entre les autorités maliennes et la communauté internationale? Diplomatiquement, tout s'est arrangé parce que je pense que quand un diplomate dit que presque aucune avancée n'a été faite, ça veut dire qu'il y a, en termes terre à terre, ça veut dire que rien n'a été fait. Et quand un diplomate dit nous déplorons cette phrase, ça veut dire que quand tu enlèves la dose de diplomatie, ça veut dire que la personne est tout en colère par rapport à cette situation, quoi. Donc, il faut... Même s'il n'y avait pas de progrès politique, est-ce que c'est les autorités maliennes seulement qui devraient être accusées? Est-ce que la communauté internationale également n'a pas son rôle à jouer dans ce processus puisqu'elle est là pour ça, accompagner le processus de paix? Oui, mais l'accord dit que le leadership pour la mise en œuvre de l'accord incombe au premier chef, au gouvernement. Même si on sait qu'il y a 3 parties signataires, la CMA, la plateforme
plateforme et le gouvernement, mais le gouvernement en tant qu'autorité compétente doit prendre le leadership, doit avoir les rênes de la mise en œuvre de l'accord. Et en face, c'est vrai, il y a la médiation internationale qui s'est mue en la médiation internationale composée de l'Algérie et de la MINUSMA principalement. Il y a tous les pays voisins, mais c'est dirigé par ces deux entités-là. Mais le gouvernement ne peut pas dire que, parce qu'il y a la communauté internationale, nous, on peut faire profil bas, ou bien nous, on peut expliquer le manque de progrès parce qu'on pense que le rôle revenait à d'autres de prendre le leadership. Donc je pense que l'accord tranche cette question, c'est le gouvernement qui doit prendre toutes les mesures. Mamadou Dabo, est-ce que le gouvernement a le lead? Ce que je voudrais d'abord dire, c'est qu'il fallait prendre la déclaration là de façon positive. Le gouvernement devait dégager ses responsabilités. Si ça n'a pas marché, est-ce la faute du gouvernement? Je pense que la réponse du gouvernement devait aller dans ce sens. Reconnaître que ça n'a pas marché et situer les responsabilités. Ceux qui font aujourd'hui que ça ne marche pas sont bien connus de la communauté internationale, du gouvernement et de l'opinion nationale. C'est ce qu'il fallait dénoncer. Je m'attendais à cela. Et tendre la main à cette communauté internationale qui reconnaît qu'il n'y a pas d'avancée pour qu'on situe les responsabilités et pour qu'on nous donne les moyens d'avancer. C'est cette communauté internationale qui peut mettre la pression sur, par exemple, la SEMA. SEMA, Gatia, côté Gatia, le gouvernement peut agir. Côté SEMA, c'est la communauté internationale. Pourtant, on voit des mobilisations à travers le pays pour demander le départ de la communauté internationale, la MINUSMA. Même à Kidal, on a vu les femmes qui ont marché pour demander le départ de Barkhane. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites que c'est la communauté internationale qui peut aider le Mali à imposer la paix, à pousser les groupes armés à comment dirais-je, rentrer davantage dans le processus de paix, mais aujourd'hui, si certains citoyens demandent le départ de la MINUSMA, quelle réponse vous... Cette manifestation n'est pas venue incognito. Cette manifestation, c'est suite à la réaction de Barkhane. Ils ont poursuivi des gens, ils ont arrêté des gens, supposés être des terroristes, mais qui, quelque part, sont des parents, des amis de ces populations. Et c'est ce qui explique la manifestation de ces... Ça, c'est par rapport à Barkhane et par rapport à la MINUSMA. Par rapport à la MINUSMA, ce n'est pas seulement les Kidalois qui se plaignent de la MINUSMA. C'est beaucoup d'autres Maliens qui se plaignent de la MINUSMA parce que nous ne voyons pas de façon effective les traces de la MINUSMA sur le terrain. D'accord. Alors la question beaucoup plus précise est aujourd'hui, est-ce que la communauté internationale, la MINUSMA, doit rester ou partir, selon vous? Je pense que cette réponse revient plutôt aux autorités maliennes. Je vous ai dit ce que pense l'opinion nationale. Maintenant, les autorités savent des choses peut-être que nous ne savons pas. Je pense que la question, ce n'est pas de demander ou de ne pas demander le départ de la MINUSMA. Tout peut se réajuster si il y a certains aspects du mandat qui ne sont pas mis en œuvre à hauteur de souhait. Et je pense que toujours la conférence de presse, la vidéoconférence avec New York, il a été question, le ministre a dit, nous déplorons, je ne cite pas les termes, mais ce qu'il déplore, c'est un peu le décalage entre ce que dit le mandat de la MINUSMA et ce que la MINUSMA fait sur le terrain en termes concrets. Donc, c'est comme si les attentes ne sont pas comblées. C'est ce qu'il a dit. Nous déplorons cela. C'est ça le mot qu'il a utilisé. Donc, ça veut dire que les attentes sont nombreuses et elles ne sont pas pour l'instant ni du côté des populations, ni du côté des autorités. Elles ne sont pas satisfaites pour l'instant, mais on peut, à la faveur du renouvellement du prochain mandat ou même d'autres mécanismes de réajustement, on peut demander à ce que la MINUSMA remplisse pleinement ce mandat, mais
je pense que la question n'est pas de demander ou de ne pas demander le départ de la MINUSMA. Je pense qu'à cette étape de la crise, on n'en est pas encore là. D'accord. Alors, les organisations de défense des droits des femmes qui s'inquiètent de la multiplication des cas de viol sur les axes routiers dans le centre et le nord du Mali, la conférence épiscopale qui dénonce des attaques contre des églises au Mali et dans la région de Mopti-Kouakrou qui serait sous l'emprise de présumés terroristes où il y a eu également le bateau Tombouctou qui a été attaqué. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas plus d'insécurité qu'avant la signature de l'accord de paix? Ça c'est clairement, tout le monde est unanime là-dessus. Tout le monde est unanime là-dessus et ça, tous les jours, on le constate. Quand vous prenez déjà le nombre de morts aujourd'hui de cette période-là, aujourd'hui, vous comprenez nettement que la situation s'est davantage détériorée. Ça, c'est clair. Et c'est ce qui est encore décrié dans le rapport. Mais je voulais rappeler ici que le rapport, ça dit qu'il y a eu un décalage entre la publication, c'est-à-dire que l'instant de publication du rapport et la période qui est cernée. Parce que le rapport cerne la période de juin-août. Effectivement, la période de juin-août, il y avait véritablement une situation de belligérance sur le terrain. Maintenant, entre-temps, il y a eu une évolution parce que c'est après juin, après les dernières attaques, les derniers affrontements entre la CMA et la plateforme, que le Conseil de sécurité avait adopté les sanctions et dit clairement la volonté de sanctionner désormais tous ceux qui vont entraver le processus, comme le rappelle déjà, comme on le trouve dans l'accord. Mais cette disposition n'a jamais été appliquée. Nous avons dit que c'était une tare. Ça a toujours été constitué l'une des difficultés, l'une des faiblesses du processus, parce qu'il n'y a pas de sanctions. Bon, les acteurs, à un moment donné, n'ont pas voulu très vite, tout de suite, aller aux sanctions pour ne pas encore énerver une situation déjà assez comment dirais-je, détériorée. Mais c'était une très mauvaise lecture. Dès le départ, il fallait aller aux sanctions. Et cette situation du fait qu'il n'y avait pas de sanctions a encouragé les fauteurs de troubles à toujours poser davantage d'actes qui entravent le processus, et nous avons vu où est-ce que ça nous a mené. Donc il était important parce que depuis les derniers affrontements, donc, n'est-ce pas, et que clairement, il a été clairement affiché que des sanctions vont être adoptées à l'encontre de ceux qui vont bloquer le processus. Et je pense que je ne sais pas si c'est cette disposition qui est à la base de la nette amélioration que nous voyons sur le terrain, mais depuis nous constatons en tout cas la bonne foi affichée de l'ensemble des acteurs aujourd'hui pour accompagner le processus. Donc nous constatons que ce décalage-là aussi est à prendre en compte. Mais j'ai dit une fois de plus encore, la publication de ce rapport à mi-étape pendant cette période-là était un peu inopportun. Peut-être que les Nations Unies à leur niveau là-bas doivent aussi tenir compte de ce genre de calendrier, parce que quand vous prenez aujourd'hui l'enthousiasme un peu qui était dans notre pays, tous les acteurs étaient un peu d'accord que, bon, c'est vrai, sur le front politique en tout cas, ça s'était un peu calmé. Tous ceux qui ont la revendication politique aujourd'hui sont dans les lignes. Donc, choisir ces instants-là où on est dans une période intermédiaire où nous pensons que les choses sont en train de bouger, de publier un rapport qui jette un peu, n'est-ce pas, des discrédits sur le processus. Peut-être que les Nations Unies, eux aussi, à leur niveau, peuvent prendre des mesures pour ça. D'abord, est-ce que vous partagez l'avis de Yuba par rapport à cette question que la situation sécuritaire s'est davantage détériorée? En tout cas, moi, à mon niveau, je ne me laisse pas aller à l'enthousiasme. Parce que ces gens nous ont suffisamment montré qu'on ne doit pas leur faire confiance. Ces gens, vous parlez de la plateforme et la CMA? Oui. Et il suffit qu'il y ait question d'une simple nomination pour que ces gens prennent des armes. Je ne veux pas de la tête de celui-là. Et alors que pour la suite du processus, il va y avoir des nominations à des postes. Est-ce qu'ils seront d'accord? Est-ce qu'ils ne seront pas d'accord? Est-ce qu'ils vont reprendre les armes? Oui ou non? Qui a la réponse à ces questions? Ensuite, je pense que depuis 4 ans, nous, notre problème fut de mettre fin, peut-être même à la vie de Yad Agali. Yad Agali est en vie, libre. Koufa est en vie, libre, au Mali. On sait là où il est. Aucun militaire malien ne peut aller, par exemple, aujourd'hui à Dogofri.
les militaires qui sont originaires de Dogofri, ils ne peuvent même pas aller à Dogofri en tenue civile, parce qu'on les connaît même en tenue civile. Si on ne les tue pas en cours de route, on va créer des problèmes à leur famille. Et ceux qui ne sont pas des Dogofri, peut-être eux, ils peuvent aller en civil. On ne les reconnaît pas. Mais ils ne peuvent jamais aller en tenue. Est-ce que ce pays est sécurisé? Et j'ai parlé du cas seulement de Dogofri. Mais quand vous parlez de la CMA et la plateforme, quand vous dites que vous ne leur faites pas confiance, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que cette situation d'insécurité est due à... ce sont eux les auteurs, la plateforme et la CMA? Justement, chaque fois que les terroristes reculent, eux, ils reprennent les armes. Comme s'ils sont en mission de ces terroristes-là. Où il y a une certaine lutte pour conquérir un espace. Et quand l'espace est libre, quand les terroristes sont là, eux, ils ont peur de rentrer. Quand les terroristes quittent, eux, ils viennent pour prendre l'espace. Et personne n'a à l'idée que l'espace appartient au Mali et non à une communauté. D'accord. Diawara, est-ce que vous partagez l'avis de Dabo? Bon, je suis nuancé là-dessus parce que quand il dit que, par exemple, il pointe du doigt la CMA et la plateforme par rapport à la situation sécuritaire dans le centre, moi je pense que cela n'est pas, je ne peux pas tellement confirmer cela parce que c'est la CMA et la plateforme, c'est surtout... Pas dans le centre. Oui, parce qu'il a posé une question en rapport avec c'est au niveau du centre et voilà, il a posé une question par rapport à ça. Je pense que c'est Koufa. Oui, justement. Donc voilà qui est bien clarifié. La situation du centre est plus que préoccupante parce que de jour en jour, on assiste à beaucoup de formes d'attaques et il me semble que les zones sécurisées, même ça redescend un peu vers le sud. Donc, autrefois, c'était au-delà de Douanza, mais maintenant, il parle de Dogofri. Dogofri, j'ai parlé. Voilà. Donc, je pense que ça redescend un peu vers le sud et il est temps que on trouve les moyens pour mettre fin à cette situation d'insécurité Certains observateurs pensent que les autorités se sont beaucoup plus focalisées sur le nord. C'est ce qui a permis à ces terroristes, entre guillemets, de s'installer dans le centre du pays. Hypothèse valable parce que quand on prend en considération l'acquisition de 40 véhicules et de matériel dans la foulée du 22 septembre, donc quand on considère également les déclarations faites lors de la réception de ce matériel-là, ça vient à l'idée tout de suite que le centre n'était pas bien cerné en termes de déploiement militaire, mais aussi en termes d'équipement. Donc, il va de soi que le point chaud, c'était le nord à un moment, dans la foulée de la reconquête et jusqu'à présent, c'est le point chaud. Mais quand on n'a pas trop de moyens, il va de soi qu'on concentre ses efforts sur le point chaud en attendant de faire baisser la température au niveau du point chaud pour pouvoir éventuellement cerner tous les théâtres. Et on voit aujourd'hui que le centre est en train d'être un point chaud. Donc on se demande comment cette situation peut être encore tenable. D'accord. Une minute pour chaque invité pour clore cette première partie. Aujourd'hui, nous avons de nouveaux équipements, les hélicoptères cette semaine, même si la presse privée a été invitée. Après, on a parlé de report de cette cérémonie et quand on a vu que la cérémonie a été couverte par leur thème. Aujourd'hui, est-ce que ces équipements vont pouvoir changer quelque chose dans la situation? En principe, oui, puisque quand même on parle de véhicules blindés, on parle de couverture aérienne, minime soit-elle, parce que ça avait fait un défaut, c'était un grand manque pour l'armée malienne, opérer sans aucune stratégie par rapport à l'aérien était un handicap sérieux par rapport aux opérations militaires. Je pense que l'apport de ces avions-là peut, avantager un peu
et faire avancer les choses sur le terrain. Parce qu'on a compris que du processus, du moment où on a lancé, on avait déjà parlé de ces avions-là aujourd'hui, ça a pris un certain temps. Donc tout le monde, en tout cas les gens qui sont un peu dans le truc, ont compris que c'était pour qu'on fournisse les avions avec tout le nécessaire, n'est-ce pas, les pilotes, les maintenanciers, tout. Donc je pense que ça doit apporter quelque chose en principe à l'armée malienne. Monsieur Dabo, est-ce qu'il y avait quelque chose à cacher? Sinon, pourquoi écarter certains médias? Vous savez, l'arrivée de ces avions nous réconforte beaucoup. Mais il y a un mais. L'avion ne fait pas seul la guerre. L'avion doit être piloté. Est-ce qu'il y a des pilotes formés? Parce que la presse privée viendrait avec ces questions-là, justement. Est-ce qu'ils ont les réponses à ces questions? Quels sont ceux qui vont piloter les avions? Est-ce que le Mali contrôle son espace aérien? Autrefois, c'était même pas le Mali, d'ailleurs, c'était Dakar, la SECNA, à partir de Dakar. Aujourd'hui, c'est la France. Et cette même France a la même tendu à nos adversaires internes, même si ce n'est pas les terroristes, nous avons des adversaires à l'interne, qui sont des amis bien connus de la France. Et si les avions viennent, nous, on n'a pas le contrôle de notre espace aérien. Alors un avion, pour le piloter, il faut savoir là où aller. Et c'est quelqu'un qui te dirige, qui te dit ce qui se passe. Depuis que notre avion s'élève, l'adversaire a l'information. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc nous avons des doutes dans ce sens. Nous allions demander aux autorités de nous éclairer par rapport à cette situation. Et si les autorités n'ont pas ces réponses, elles ne vont pas recevoir la presse privée. D'accord. Diawara, votre point de vue sur cette situation? Je voudrais ajouter... 10 secondes. Oui, je voudrais ajouter que avant 1991, le Mali avait une trentaine d'avions et d'hélicos. Cela n'a pas permis à Moussa Traoré de conjurer la rébellion. Parce que ce n'est pas une guerre conventionnelle. Les rebelles peuvent venir dans une ville, s'attaquer à la ville, mais les avions ne peuvent pas attaquer une ville. D'accord. Votre point de vue là-dessus? Moi, j'étais plutôt à l'aise quand ils ont annoncé que finalement la presse n'irait pas, parce que je pense que les acquisitions de matériel, dans beaucoup de pays, cela se fait sans qu'on mobilise la presse autour de ça avec des caméras. C'est vrai que même si j'étais parti ces jours-là, j'aurais tiré des informations de la réception, mais je pense que c'était aussi bien comme ça qu'on limite un peu. Je n'ai rien contre, ce n'est pas une censure, mais ce sont des questions de défense. Quand vous montrez tous vos muscles à l'adversaire, en lui disant que je me suis doté de tel matériel, de tel avion, je pense que l'adversaire aussi, qui est tapis dans l'ombre, peut se préparer en conséquence. Donc j'étais à la fois surpris parce que moi je faisais partie de ceux-là qu'on a appelés pour dire à 14h le car est là, et j'ai également reçu quelques heures après que le format n'est plus maintenu, sans dire pour quelles raisons. Et je ne cherche pas les raisons, mais je pense que c'était une bonne tactique de faire en sorte. C'est une raison valable? Je pense que c'est une raison valable. Si c'est pour ne pas trop intéresser la presse à ça, parce que quand on divulgue trop d'informations par rapport à ça, on suppose que l'adversaire aussi peut se préparer sur le terrain en conséquence des matériels que vous avez acquis. Juste sur cette question, je voulais dire que ça c'est vraiment, nous sommes dans la logique de toute la problématique de la communication de crise, parce que effectivement dans la situation où nous sommes aujourd'hui dans notre pays, pour les aspects politiques, il y a un impératif de communiquer sur ces choses-là, parce que de nouvelles acquisitions, surtout du matériel aérien pour notre pays, ce qui avait fait défaut depuis, on a attendu ce matériel-là depuis un bon bout de temps. Maintenant, de l'autre côté, pour ce qui est de la logique de la grande miette de l'armée, est-ce qu'il faut taire ces informations-là? C'est toute la... Mais en tout cas, pour un régime aujourd'hui comme IBK, il n'avait d'autre choix que de communiquer. Et je dis, je ne suis pas totalement d'accord avec mon confrère. Pourquoi? Parce que, effectivement... L'ORTM a diffusé l'information. Voilà, l'ORTM a intégralement diffusé l'information. Ils ont même donné des aspects qui...
bon, peut-être était assez détaillé. Donc, je ne vois pas pourquoi la presse privée n'aurait pas pu être de la cérémonie, quitte à fixer des limites. Vous suivez le forum de la presse et nos invités sont 3 journalistes, Mamadou Dabo, Alou Diawara et Yuba Konaté. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook ou compte Twitter ou également sur nos répondeurs à travers ces 2 numéros 75 84 11 11 ou 75 84 12 12. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Deuxième partie, nous allons parler des élections, la révision des listes électorales qui a commencé il y a quelques jours et également les élections des conseillers communaux, régionaux et du district de Bamako qui vont se tenir le 17 décembre prochain. L'information a été donnée hier par le ministre de l'administration territoriale. Alors, Monsieur Diawara, peut-on s'attendre à une bonne tenue de ces élections dans ces conditions de sécurité? Je pense que là où nous sommes, étant donné la situation sécuritaire, rien ne garantit que les élections pourront s'organiser dans des conditions sécuritaires fiables, de façon transparente, sans qu'il n'y ait des accros par-ci par-là, parce que les 59 communes dans lesquelles les élections n'ont pas été possibles en novembre 2016, dans le même temps que les autres communes, 703 communes du Mali. La situation sécuritaire ne s'est pas améliorée, on peut plutôt dire, mon confrère Yuba vient de dire que la situation sécuritaire s'est même dégradée, et ce sont des communes situées dans le nord et le centre. Et on note la recrudescence des actes d'insécurité dans ces parties-là. Donc maintenir, aller aux élections, nous sommes à un peu plus de 2 mois des élections. Et si je peux dire qu'il n'y a aucun signe qui permet d'affirmer qu'il y aura des élections sans petits problèmes par-ci, par-là, quoi, ou même sans problème majeur, parce que l'insécurité va grandissante. Donc, élections sans problème, mais déjà, est-ce que les élections pourront se tenir dans ces localités où elles n'ont pas pu se tenir précédemment? Oui, il y a quelques mois, effectivement, il y a un scepticisme, parce qu'on ne sait pas sur quelle base les autorités se fondent pour vouloir organiser ces élections en décembre, parce que c'est les mêmes conditions qui avaient prévalu au report, ou du moins à la non-tenue de ces élections dans ces 59 communes-là, sont d'actualité et se sont même durcies. L'insécurité est devenue plus vivante dans ces régions, dans ces zones-là. Donc, je ne sais pas sur quelle base on va aller pour organiser ces élections-là. Maintenant, comme elles sont aussi couplées aux élections qui concernent les cercles et les districts de Bamako, peut-être qu'à ce niveau-là, on va aller encore par étapes, ou du moins par, je ne sais pas, tenir... et du moins être réaliste, tenir celles qui vont être possibles à tenir et laisser les autres, parce qu'on se rappelle qu'il y a quelques mois aussi, c'est le tout qui avait été programmé. Donc la réalité du terrain a fait que certaines n'ont pas pu se tenir. Peut-être que ça va être le même scénario. On parle également de révision des listes électorales. Est-ce que le processus pourra être mené à bon terme quand on voit qu'il y a des réfugiés toujours dans les pays voisins, quand on voit qu'il y a des personnes qui sont déplacées à Bamako ou ailleurs toujours dans le pays? Est-ce que ce processus pourra être engagé? Oui, je pense qu'il s'agit de rendre plus dynamique notre processus démocratique. Parce qu'en démocratie, il faut des élus et avec vraiment de véritables mandats. Il y a des défaillances à ce niveau que les autorités voudraient corriger. Donc, je pense qu'elles s'engagent à faire avec. Est-ce que les conditions sont réunies pour permettre, par exemple, aux déplacés, aux réfugiés d'intégrer ce processus? Je pense que les Maliens peuvent voter même en France. Oui, mais avec une carte Nina, par exemple, avec des documents valables. Il y a l'ambassade. Il y a l'ambassade. Les autorités ont la latitude de prendre des dispositions pour que les réfugiés votent. Mais maintenant, est-ce que ces dispositions seront prises? On n'en sait rien. Mais je pense qu'il y aura des élections avec quelque part des réussites et d'autre part des échecs. Il faut compter avec les réussites et les échecs. Ce ne serait pas une réussite totale, ce ne serait pas un échec total. Donc les résultats seront mitigés.
Maintenant, à partir de là, peut-être on va reprogrammer d'autres élections pour la suite. Des résultats mitigés. Pourquoi ne pas reporter ces élections alors? Attendre que la situation soit beaucoup plus stable? Je pense que cela était possible avec les élections municipales partielles pour les 59 communes, mais on va vers 2018 où des élections présidentielles et législatives sont prévues. Or, il urge de faire l'élection pour les conseillers régionaux, le conseiller de cercle et tout, parce que désormais c'est l'accord qui prévoit que ces conseillers-là soient élus comme ça, donc avec les conseillers du district. Donc, on ne peut pas attendre jusqu'à 2018. Pendant que d'autres élections beaucoup plus importantes, pas beaucoup plus importantes, mais pendant que d'autres élections sont fixées, pour 2018, on ne peut pas attendre. Donc, je pense que c'est le bon moment d'aller à ces élections, mais il faut se demander quels moyens les autorités peuvent se donner pour les réussir, quitte à ce que, comme il l'a dit, qu'on y aille et qu'on en tire tous les petits problèmes qui peuvent ressurgir ça et là. Donc il y aura des échecs et des réussites. Pour les élections régionales plutôt, et pour les conseillers régionaux et de cercle, je pense que c'est urgent. Ça ne peut pas attendre. Sinon, ça va s'ajouter à d'autres aspects non accomplis de l'accord. Ça pourra être un argument pour ceux-là qui pensent qu'effectivement, il n'y a pratiquement aucun progrès qui se fait, quoi. D'accord. Et c'est dans ces mêmes conditions que se prépare la rentrée scolaire 2017-2018. Aujourd'hui, sait-on pourquoi, quelles sont les raisons du report de la rentrée qui était prévue le 2, mais qui a été reportée au lundi prochain? Non, de façon formelle, je pense que quand vous avez suivi un peu le communiqué du ministère de l'Éducation, il n'y a pas trop de précision là-dedans. Maintenant, il y a des informations du coulisses que nous avons obtenues. Les gens pensent qu'il y a des situations, il y a plein de rumeurs qui expliquent cette situation maintenant. La question que l'on se pose, c'est est-ce que tous ces problèmes qui sont évoqués pourront être réglés en une semaine? Parce que c'est juste un report d'une semaine. Quels sont les problèmes qui ont été évoqués? On parle comment dirais-je, il y avait une menace de grève des enseignants, de certains enseignants, certains syndicats d'enseignants. On parle de la situation des écoles, collèges Horizon. Voilà. Donc il y a vraiment des questions des rumeurs sont circulées par rapport à ces aspects-là. Maintenant, est-ce qu'en une semaine on peut régler ces problèmes? Ça, c'est la grande question. Maintenant, si en une semaine on ne peut pas les régler, le report n'aura pas servi à beaucoup de choses. Et moi, je suis sceptique qu'on puisse vider toutes ces questions en une semaine. D'abord, est-ce que vous pensez que la rentrée pourra se tenir le 9, lundi prochain? Oui, bien sûr. Je pense que les rumeurs qui circulent resteront des rumeurs. Moi, ce que je sais véritablement, c'est que le report était pour permettre de mettre l'effigie du président Ibeka sur les cahiers qu'on va distribuer aux élèves, avec 2 avions derrière les cahiers. Et je pense qu'on pourra le vérifier lorsque ces cahiers seront distribués. Et il y a, je pense, 2 nuits déjà qu'ils ont fini avec la confection de ces cahiers. Dans une imprimerie de Bamako, que je ne vais pas nommer ici, mais que je connais bien. Donc, je pense que le 9, les classes vont ouvrir. On parle de Horizon Communication, Collège Horizon. Oui. On ne peut pas reporter l'ouverture des classes à cause de Collège Horizon. Parce que certains pensent qu'au Sénégal, par exemple, ça a été reporté selon eux à cause de cette situation avec Collège Horizon aussi. Le Sénégal n'est pas le Mali et le Mali ne peut pas se permettre cela. D'accord. Et ensuite, il y en a qui, tout de suite, mon confrère vient de parler de grève. Mm-hmm. Les grèves, on ne peut pas les conjurer d'ici une semaine. On ne sait même pas quand est-ce que ça va prendre fin. Si je prends le cas de l'UIG, grève illimitée, et l'UIG n'a même pas fini avec l'année écoulée pour pouvoir
commencer l'année nouvelle. D'accord. On n'a pas les résultats, on n'a rien à ce niveau. D'accord. Diawara, vous, que pensez-vous de ces cahiers avec la photo d'Ibeka et même sur les réseaux sociaux, on a vu des cahiers avec la photo de Moussa Tembini, l'honorable. Bon, je ne sais pas si le report est dû à la confection de ces cahiers-là, mais pour une fois, je ne suis pas d'accord avec le gouvernement. Un tel report ne se justifie pas. S'il y a des petits problèmes, que ce soit Collège Horizon, que ce soit les cahiers, que ce soit une autre raison dont moi j'ai entendu parler, à savoir que certaines cours d'école étaient inondées de façon à ce que les enfants ne pouvaient pas, si on maintenait le au 2, les enfants n'allaient pas pouvoir rentrer dans ces cours pour étudier. On a même vu l'image d'une école où dans les flaques d'eau, on a même pêché des poissons. Donc il y a ces raisons-là. Donc quelle que soit la raison, moi je pense que c'est des raisons partielles qui concernent, qui ne peuvent que concerner certaines académies ou certaines écoles. Si c'est à cause de Collège Horizon, c'est 3200 de nos enfants. Donc c'est pas rien, mais face à des millions d'élèves, 2 millions d'élèves, on ne peut pas dire qu'il faut reporter d'une semaine. Quand on sait que la première semaine de la rentrée, c'est juste une semaine de formalité. D'habitude, moi, à ma connaissance, je n'ai jamais vu le report d'une rentrée comme ça, d'une semaine, depuis que... de mémoire, je n'ai jamais vu un report comme ça et je le déplore parce que la première semaine est traditionnellement consacrée aux petits problèmes de matériel, de transfert. Il fallait maintenir ça et régler les questions les questions de Collège Horizon, si c'est le cas, les cahiers, mettre la photo d'Ibeka, si c'est le cas. Certains pensent qu'il serait mieux de mettre l'hymne national ou l'alphabet, par exemple, sur ces cahiers qui pourraient aider. Penser à ça, commencer à confectionner ces matériels-là pendant les congés. Si tel n'est pas le cas, reporter la rentrée une semaine pour cela. D'ailleurs, ils l'ont dit, mes confrères l'ont dit, ce n'est pas sûr que une semaine soit suffisante pour de telles préparations matérielles, mais je pense que le report ne se justifie pas parce que d'habitude, la première semaine, les gens font un peu les petits protocoles, il n'y a pas pratiquement de cours dans le fond. Donc je pense qu'il fallait maintenir ça. Cela allait permettre à ceux-là qui n'ont pas ce problème de régler les problèmes de transfert et que le 9, on allait espérer que les cours allaient normalement démarrer pour le bonheur des enfants. D'accord. Au centre et au nord du pays, plus de 500 écoles étaient fermées à la fin de l'année scolaire précédente. Aujourd'hui, certains pensent que la réouverture de ces écoles dans ces conditions seraient exposés les enfants à l'insécurité. Ah oui, il y a un danger quand même, hein, parce que vous avez vu que dans certains établissements, même des professeurs ont été, comment dirais-je, bastonnés. Et certains directeurs d'école ont vu leur vie menacée par ces djihadistes-là. Donc, il y a véritablement un danger, surtout dans le centre. Donc, peut-être que la nouvelle donne qui est là et la nouvelle situation militaire qui fait que l'État est en train de se redéployer sur ces terrains-là va améliorer la situation et va permettre à ces établissements-là de pouvoir fonctionner. Sinon, ce que nous avons comme données aujourd'hui n'incite pas à l'optimisme. Il faut véritablement, parce qu'entre-temps, il faut rappeler que certaines académies, l'État à certains niveaux a fait des injonctions à certains professeurs, les injoignants de rejoindre leur poste. Ils seraient sanctionnés. J'ai dit c'est pas des injonctions parce que ces gens-là ont toujours quitté sur ces terrains-là, ils ont toujours occupé leur poste. Il a fallu des situations d'insécurité et des menaces sur leur vie pour qu'ils quittent. Donc, dès lors que ces conditions sont remplies, il n'y a pas de raison qu'ils ne rejoignent pas leur poste. Il faut être réaliste. Ouvrir ces écoles ou attendre que la situation soit beaucoup plus calme? Je pense que quand on ne sait pas quand est-ce que l'accalmie sera effective, et de l'autre côté, quand on sait l'importance d'une école, alors il faut ouvrir. Est-ce qu'on peut s'attendre à une réouverture de ces écoles? On annonce déjà la réouverture de 10 écoles à Kidal. Je pense que ce serait au cas par cas, parce qu'on va ouvrir là où c'est possible, quitte à attendre 2 ou 3 mois. Pour là où ce ne serait pas possible le 9, on fera
au cas par cas. Je pense qu'on ne peut pas attendre, comme il l'a dit, que ça s'apaise totalement. Dieu seul sait quand est-ce que ça va s'apaiser. D'accord. Et c'est ce qui met fin à ce forum de la presse. Nos invités, tous journalistes Mamadou Dabo, Alou Diawara et Yuba Konaté. Débat réalisé par Fatmata Togola, mise en onde assurée par Salim Diouara, à la régie vidéo Mamadou Ouattara, Mohamedou Touré l'a présenté et à demain. Merci. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.